Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour les amis. Bonjour. Nous revoilà pour une vidéo des Superfluides Anonymes et aujourd'hui nous allons vous présenter quelque chose de saison, la canicule et les bikinis. Une thématique donc estivale, une thématique vacancière et on va commencer avec toi Lola. Merci pour l'introduction. Ah bah avec plaisir. Moi j'ai pas de support, j'avais envie de parler d'un truc hyper connu, mais c'est pas grave. Je vais parler de Piranha 3D. Et sa suite et son précédent, je suis contente, il y a quelqu'un qui me soutient. Et donc du coup, Piranha 3D, pour les gens qui savent pas ce que c'est un remake d'un film qui s'appelle Piranha, quelle surprise, de Joe Dante qui est sorti en 78. C'est ça qu'on a regardé tout à l'heure. Ça, merci. Et du coup, c'est Alexandre Aja qui fait ça, qui est pas un grand réalisateur, mais qui fait des choses très très bien, genre Piranha 3D. Et en fait, l'histoire elle est assez différente. Bon, il y a des piranhas qui mangent des humains, mais mis à part ça, ça c'est différent. Il y a eu aussi une suite qui est pas ouf, qui s'appelle Piranha 3DD. Voilà. Le titre est drôle. Mais c'est pas Alexandre Aja. Et donc du coup, moi j'ai beaucoup d'amour pour ce film qu'on a vu au cinéma et j'ai beaucoup ri. Il y a peu de temps. Ouais, pas en 3D, parce que en fait c'est a priori la pub c'était voir un pénis en 3D, c'était ouf à l'époque. Voilà, moi je... Il est vraiment sorti en 3D ? Je sais pas, mais... Et voir un pénis en 3D, c'était mangé par un piranha, j'ai un peu spoilé une petite scène. Et donc du coup, l'histoire c'est simple, on est à côté d'un lac, c'est bientôt l'été, et du coup c'est la saison où arrivent tous les étudiants. Non, tous les étudiants pour s'amuser. Ouais, ils disent printemps, mais ça m'étonne un peu en fait. Ouais, bon voilà, peu importe, c'est bientôt la saison des touristes, où arrivent tous les gens qui viennent avec les DJ et les bonnes meufs et en bikini, voilà. Et donc le principe c'est ça démarre avec un mec un peu pas ouf, un peu palo quoi, qui a pas trop la cote machin, qui va essayer de draguer une ancienne amie et qui va être embarqué dans l'histoire d'un tournage de porno. Voilà. Et ça c'est génial. Je vais essayer d'être plus convaincante après. Et donc voilà, l'idée c'est ça, et en fait très rapidement, il y a des piranhas qui viennent manger des gens. Hein. Voilà. En fait, ça a l'air assez bête, comme ça. Et salé. Mais c'est ça qui est cool. Mais non, en fait, moi, oui ça c'est cool, mais moi j'y trouve quelque chose, et en ayant vu le 2, il y a peu de temps, je me rends compte à quel point le premier réussit. Tu vois, parce qu'en fait, c'est tout bête, hein, c'est du film divertissement machin, mais vraiment assez bien fichu. Bon déjà le fil de l'histoire ça fonctionnait, c'est bien. Il y a plein de trucs assez défouloirs en fait, et assez bien pensés. Typiquement il y a une scène de 20 minutes je crois, où il y a tout un tas de gens qui sont mangés. C'était une teuf DJ sur l'eau, ça flottait machin. Et là, les piranhas arrivent en masse après qu'on les ait prévenus 1000 fois que ça allait arriver, personne n'a rien fait, etc. Et là, il y a plein de bonnes idées esthétiques. Mais vraiment, il y a du suspense, il y a plein de trucs cool. Notamment, il y a une scène où il y a une nana qui essaie de nager. Et en fait, elle se fait prendre les cheveux dans le moteur, elle est top cette scène. Et le moteur s'arrête. Et il y a vraiment de la pression en fait, tu vois, t'es vraiment tendu. Voilà, et il y a un mec, du coup il est dans sa barque à moteur, et du coup c'est lui qui va pour la tuer ou pas en fait, sans faire exprès, et qui laisse un peu tomber tout le monde, et ça dure longtemps, c'est hyper gênant parce qu'il est là sur les règles, il est là, en fait il passe sur les gens quoi, sur les corps, tu vois, et ça dure hyper longtemps, et en fait du coup il a un propos le mec quoi, je veux dire, il arrive vraiment à me mettre mal à l'aise plus que pour des piranhas qui sont assez moches. En plus, j'imagine qu'en 3D ça devait être assez affreux. Il n'y a pas l'ancien acteur principal de Sliders ? Aucune idée. Si, c'est lui qui joue le réalisateur porno. Oui. Ah ouais, voilà. Tout à fait. Et après, il y a plein de trucs cool aussi au niveau des décors et du maquillage. Pareil, il y a plein de manières d'être mangé, les corps en décomposition sont vraiment cool. Enfin, vraiment, je trouve que pour un film bête, et du coup, dans le Piranha 3D qui est complètement assumé et débile, et c'est pas le même réalisateur, on a juste
et donc qui est assumé avec ça démarre tout de suite avec finalement des piranhas qui ont réussi à remonter dans un conduit et qui ont réussi à être dans un autre lac en fait tout simplement, et on est dans un parc aquatique qui s'appelle What je sais pas quoi, vous ne pourrez jamais être plus mouillé en français, le slogan, tu vois, très classe, et tous les maîtres nageurs ont été remplacés par des stripteaseuses. Et il y a un acteur qui vient jouer pareil le sauveteur, mais là tout est assumé en mode nul, il y a des têtes coupées par les fanions, et là du coup ça dure 1h20 et heureusement que c'est pas... Quand tu racontes quand même, on voit pas bien la différence entre le... Il n'y a pas de réalisateur de films porno sur le 2. Ah d'accord. C'est ça. Oui c'est ça. Non, moi Le premier est vachement... Enfin, Alexandre Aja, moi je trouve qu'il a déjà, je le trouve bon, en fait. Ouais, moi je l'aime. Il a une image, il s'est réalisé des trucs, il a une... Et c'est vraiment impactant. En fait, déjà, dans le 2, on a vraiment de la comédie un peu horrifique. Ouais. Dans Piranha 3D, c'est un film d'horreur. Alors, avec un ton totalement extrême et assumé, où ça se tourne à la dérision parce qu'il a fait vraiment, vraiment trop. Il va toujours plus loin que là où on l'attend, en fait. Ouais. Et plus loin du coup que le premier film de Joe Dante, je crois, qui est un peu plus classique quoi. Ouais, mais il est plus politisé, Joe Dante aussi. Ouais. Donc il y a tout un discours derrière qui est vachement bon. Mais c'est vrai que moi ça m'avait laissé le souvenir, je l'ai regardé il y a longtemps, donc je me souviens plus exactement. Mais oui, Piranha 3D, j'avais trouvé ça. J'ai trouvé que c'était de la série B assez bien réalisée, d'assez bonne facture. Comparé à de la série Z, un petit peu cheapos, mais où c'est fait exprès. Là, tu sens qu'il y a quand même une volonté derrière la caméra, quoi. Oui, Dante a du métier, puis ça appartient aussi avec Piranha, je parle de l'original, les deux Piranha appartenaient vraiment à cette mouvance de films d'attaque animale qui était très à la mode. Juste après les Dents de la Mer. Juste après les Dents de la Mer. Mais il y avait tout un revival des films d'attaque animale avec La Nuit des Vers Géants, avec tous ces films où on prenait des bestioles à effet répulsif. C'était quelque chose qui était assez frappant. Et c'est vrai qu'il y avait Tentacule aussi en Italie, il y avait pas mal. Il y avait des films de pieuvres, des films de piranha, des films de requins. Et c'est vrai qu'on avait du coup, ça apporte. Enfin, Piranha, les deux, il y a celui de Cameron et celui de Dante. Ça fait vraiment partie du haut du panier, c'était vraiment de très bons films de genre, quoi, des petits films de série B. Mais avec une érotique de la dévoration, quoi. C'est ça, et ça, mais qui fonctionne vraiment bien, contrairement aux films justement avec les crocodiles, etc. Enfin, pour moi, c'est divertissant. Mais tu sais, c'est pas genre ah ouais, c'était fun, c'est vraiment, moi j'ai passé un super moment. Et c'est pour ça que je le conseille. Voilà, mon petit mot sur Piranha 3D. Je peux mettre juste un petit bémol, parce que moi je déteste Alexandre Aja. Ah ouais. Ouais, je trouve que c'est vraiment too much, c'est hyper putassier. Le film est assez bien foutu et fonctionne vraiment bien, mais comme je déteste Aja, je voulais le dire. Mais matez-le quand même, c'est chouette. C'est un très bon technicien. Plus que... Il en fait trop. Moi je trouve qu'il en fait trop tout le temps, qu'il a toujours des budgets, qu'il a toujours des moyens et que c'est pas très fin. Et aucun de ses films est jamais dans la finesse, c'est jamais très subtil. Et Piranha, ça fonctionne assez bien. Tu vois, un film de Piranha, un film qui s'appelle Piranha 3D. Ouais, après, il a choisi de faire Piranha, mais il a fait tout un tas de trucs. Il a fait un remake de La Colline des Yeux, il a fait Haute Tension. Et son dernier est vraiment insupportable, Horns. Chaque fois, il a des budgets, il a des films, il a quelque chose, et puis il fait quelque chose de très formaté. Et sa technique, c'est d'en faire trop à chaque fois. C'est son délire, c'est sa patte, c'est aller être un peu lourdeau. Du coup, je trouve que Piranha est, à mon avis, son meilleur parce qu'effectivement, il est assez jubilatoire, assez fun, mais c'est pas très malin, quoi. Après, effectivement, quand on fait un film qui s'appelle Piranha 3D, c'est pas très malin. C'est ça. Ok. Moi, je voulais pas casser l'ambiance. Je suis désolé. Et donc, on va introduire notre nouveau rédacteur, chroniqueur, qui est là depuis longtemps, mais qui vient pour une première vidéo, Sébastien Guéraud, et on t'écoute. Bonsoir à tous, et du coup moi je vais présenter non pas un film mais un livre, puisque en fait, alors évidemment canicule et bikini, on n'a pas tellement de bikini dans ce bouquin mais on a de la canicule, donc mesdames et messieurs, voici Vermilion Sands de Jim G. Ballard. Alors ça fait longtemps que je saoule un petit peu tout le monde avec Jim G. Ballard, qui est, je pense que bon c'est pas un scoop, c'est un de mes auteurs cultes, mais ce bouquin là est un petit peu à part dans sa production, puisqu'en fait, pour ceux qui connaissent un petit peu Jim G. Ballard, c'est un auteur de science-fiction qui est surtout connu notamment en France avec sa fameuse trilogie de béton, Crash, IGH et L'île de béton, qui sont vraiment une trilogie
on peut dire d'une sorte de science-fiction punk, pour faire court. Vermilion Suns appartient à sa première époque, à l'époque où Ballard s'est spécialisé dans les fictions post-apocalyptiques. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait une tétralogie de 4 apocalypses liées à des catastrophes naturelles, sécheresse où il n'y a plus de pluie, donc la terre est un désert, le monde englouti qui raconte une inondation qui a tout recouvert, la forêt de cristal où les végétaux se cristallisent, et le vent de nulle part où il y a un vent en tempête qui arrache tout. Et dans ce contexte-là, en fait, Ballard écrit des nouvelles, et Vermilion Sun, c'est un recueil de nouvelles en fait, qui ont été écrites entre 1956 et 1970, qui, chacune de ces nouvelles, en fait, c'est 9 ou 10 textes, suivant les éditions, et tous ces textes en fait se réfèrent à un lieu unique, qui s'appelle Vermilion Suns, qui est une station balnéaire imaginaire. C'est-à-dire qu'en fait c'est une ville, au bord d'une plage, au bord d'une mer où il n'y a pas d'eau, donc c'est une mer de sable, avec des raimentas qui flottent dans l'air. Et dans cette station balnéaire, on a des bourgeois qui sont installés dans d'immenses maisons luxueuses et qui s'ennuient, qui n'ont rien à faire, et du coup qui se fabriquent des œuvres d'art. C'est-à-dire qu'ils fabriquent des machines à fabriquer de la poésie, il y a un sculpteur de nuages, il y a des bourgeoises magnifiques avec des chapeaux en métal et des insectes à la place des yeux qui cultivent des plantes qui chantent de l'opéra. Ça a l'air génial. Donc, et en fait, on est dans une espèce d'univers surréaliste. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu Ballard, c'est un très grand auteur de la dépression. Il adore raconter des gens qui sont dépressifs et qui regardent des paysages comme ça lunaires dans une espèce de contemplation morbide et qui attendent on ne sait pas trop quoi. Et Vermilion Suns, c'est là où il y a toute la poétique de Ballard qui vraiment est vraiment à son apogée. Alors il faut rappeler une anecdote qui est assez insolite, c'est que quand on lit Vermilion Suns, on pense beaucoup à la Floride, parce qu'il y a vraiment un côté très Miami Beach dans le décor qu'il décrit, mais le décor réel dont il s'est inspiré, c'est Rosas, c'est-à-dire sur la Costa Brava, puisque Ballard à l'époque partait beaucoup en vacances à cet endroit, Rosas, où d'ailleurs sa femme a trouvé la mort, en 62, et il est fasciné par cette esthétique bétonnée. Donc c'est cette fameuse architecture franquiste où Franco à l'époque voulait faire, c'était son projet, il voulait faire une espèce de Floride méditerranéenne, donc en bétonnant toute la côte de la Costa Brava, et donc il y avait Rosas, etc. Quelle bonne idée. Et derrière, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est des barres de béton, des hôtels, des marinas, et derrière c'est la Pampa, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment c'est une région très sauvage, et avec cette espèce d'architecture pseudo-américaine, pseudo-californienne. Donc c'est une sorte de Miami Beach méditerranéenne, et Ballard est fasciné par cette architecture, il est fasciné par cet endroit, pour lui c'est le plus beau du monde, il trouve que c'est une espèce de décor de science-fiction, où il y a vraiment toute une... Et pour lui ça représente justement toute la... c'est à la fois une espèce de décadence de la société de consommation des années 60, et en même temps, comme il a un esprit assez particulier, et un fétichisme assez particulier aussi, il voit dans ce décor une espèce de... C'est son décor idéal. Et en fait, du coup, Vermilion Suns est devenu, selon ses propres termes, c'est sa station balnéaire personnelle. C'est le lieu de vacances de son imaginaire. Et donc c'est Vermilion Suns, je ne vais pas en dire plus long, parce que c'est comme tout livre poétique, disserter dessus, c'est souvent assez fastidieux et inutile. Mais Vermilion Suns, c'est une plongée dans l'imaginaire très particulier d'un auteur tout aussi particulier. C'est un bouquin unique, même pour du Ballard. Donc voilà, je vous conseille de le lire. Donc si vous aimez les fleurs qui chantent de l'opéra, si vous aimez l'érotisme froid et la mer où il n'y a pas d'eau, vous êtes... Et le sable chaud. Et le sable chaud. Donc voilà, vous êtes servi. Du coup, c'est plus... parce que ce que tu as raconté, les rails qui flottent et tout ça, ça fait science-fiction ou ça fait plus onirique du coup Alors voilà, c'est la particularité de Ballard, c'est que Ballard pratique une science-fiction très spécifique. C'est-à-dire qu'en fait, Ballard a de suite d'emblée, dès qu'il commence à écrire, il dit il y a 2 concepts qu'il rejette en bloc, c'est le concept de voyage dans l'espace. C'est quelque chose qui ne l'intéresse absolument pas. Ça l'intéresse en tant que sujet d'actualité, en tant qu'objet médiatique, et pour lui le space opéra est un genre qu'il rejette en bloc et qui ne l'intéresse absolument pas. Il part du principe que la vie est terrestre et que l'échapper dans l'espace pour lui est... Ce qui est intéressant, c'est pas sur Terre. Ouais, c'est être sur Terre, et c'est aller vers ce qu'il appelle le paysage intérieur.
Après bon, il faut rentrer dans la bio de Ballard, il a un concept très particulier, c'est qu'il part du principe que la science-fiction se passe dans la tête des personnages. Et tous ces personnages sont plus ou moins psychotiques. Ça, c'est quelque chose qui est assez frappant. Pour lui, la science-fiction, c'est juste une forme de maladie mentale appliquée au monde. On peut dire ça comme ça. Et Vermilion Suns, je pense, est totalement là-dedans. On n'est pas dans les bouquins qu'il va écrire plus tard, qui sont des bouquins en apparence plus réalistes. On est encore dans la SF, mais c'est une SF très particulière, qui est beaucoup plus proche de Dali que de Isaac Asimov. C'est avant la trilogie de béton ? C'est avant. Okay. En fait, c'est sorti. En fait, c'est au même. Mais ça, peut-être, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. C'est au même moment où il sort La Foire aux atrocités, qui est un bouquin totalement à l'opposé, où là, par contre, on est dans cette esthétique ultra-violente, froide, urbaine et grise. Donc là, Vermilion Suns, on est encore dans un monde solaire. Ok. Dans un monde solaire et onirique. Parfait pour la canicule. Voilà. Super, merci. Du coup, t'enchaînes ? Du coup, j'enchaîne avec Tale of Sand de Jim Henson. Je connais pas du tout. Et mise en fait en bande dessinée par Ramon K. Pérez. Alors, en fait, c'est adapté d'un roman, d'un synopsis de Jim Henson et Jerry Jules. Jim Henson, c'est le... J'adore quand il la coupe. Alors oui, c'est ça, et puis ça, et puis à chaque fois que après il est résumé. Ah, merci. C'est le papa des Muppets. Ah, c'est vrai. Voilà, Fraggle Rock, c'est écrit là, regarde. Oui, tu vois, après du coup il y a une pastille, tu vois. Pardon, t'as un peu déstabilisé. Et les bons pattes. Du coup, en fait, lui, il a écrit un scénario en fait, qu'il avait depuis longtemps avec son compatriote. Et il a fait ça entre-temps, en fait, il a fait mûrir en fait, au fur et à mesure des années. Et en s'attaquant en même temps à ses films d'animation, ses séries d'animation. Qui lui ont pris, en fait, c'est pour ça que le film n'a jamais été réalisé, parce qu'ils n'ont jamais trouvé les fonds, des gens intéressés. Il y a une raison assez compréhensible en fait. Et c'était quoi les films d'animation ? Non, sur les Muppets en fait. Ah, en fait, les Muppets, c'était un phénomène, hein. Ça lui a pris tout son temps. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Du coup, c'est en 2011, parce que le scénario en gros était à peu près fini dans les années 70, ça fait des moments que ça traînait. A été mis en image en 2011 par Ramon K. Pérez, qui, comme son nom l'indique, est canadien. Bien joué. Pas mal. Je l'avais préparé, celle-là, c'est sûr. Et qui, en fait, a quand même obtenu 2 Eisner Awards en tant que meilleur graphisme et meilleur auteur, meilleur nouvel auteur, je crois. Il n'a pas fait grand-chose d'autre, en fait. Il a fait 2-3 bandes dessinées. Pour parler un peu de la petite histoire, quand même. C'est totalement... on reste un peu dans l'onirique, assez psychédélique, même. On ne sait jamais où on se trouve. Ça démarre dans une ville, c'est un peu l'esprit western. On suit ce personnage principal qui se retrouve un peu paumé avec des gens qui l'acclament, qui lui filent du matériel. Le shérif lui passe une énorme clé et lui dit bon, c'est bon, tu peux y aller, tu as 10 minutes d'avance, il faut que tu ailles là-bas. Donc c'est l'histoire. Donc cet homme va courir, il sait pas en fait, il atterrit comme nous, en fait, comme le lecteur. Ouais. C'est un peu ça. Et il avance. Certainement qu'à partir de 10 minutes après, en fait, il traîne un peu parce qu'il ne sait pas ce qu'il attend. Ouais. Il y a un tueur à ses trousses, avec un patch sur l'œil, qui veut à tout prix le tuer par tous les moyens. Alors, c'est là où ça commence à dériver, c'est qu'il va avancer dans ce désert, en fait, on est dans le Nevada, en fait, vraiment il y a cet esprit-là. Et il va tomber sur d'autres villes où il va rencontrer de tout, en fait. Des joueurs de football américain, des conducteurs de bagnoles, des cow-boys. Il y a plein de tas de choses anachroniques, en fait, qui c'est un mélange d'univers. Et ça c'est fou parce qu'il y a toujours cette menace, en fait, de l'homme qui est derrière lui, qui veut le tuer. Lui, il rêve juste de boire, en fait, parce qu'il crève de soif, en fait, dans ce désert, et de fumer sa clope qu'il a depuis le départ, qui finit tout écrasé. Après, il y a le côté aussi très inspiré un peu de tout le dessin animé, en fait. Il y a l'esprit de Jim Henson avec son côté animation qu'il lâche jamais. Avec le tueur, en fait, il utilise tous les moyens. Il y a des espèces de bombes un peu caricaturales comme on peut trouver dans Bibi Pelcoyote. Oui, voilà. C'est ce que j'allais dire. Et en fait, il y a vraiment tout cet esprit-là dans le bouquin. Il va rencontrer une jeune femme, il y aura une espèce d'amourette au milieu, ils vont s'échapper ensemble, mais il y a toujours dans le récit une chose qui en cache une autre. En fait, on s'aperçoit vers la fin du récit que le tueur est quelqu'un en particulier, cette femme lui cache aussi quelque chose.
C'est plein de choses imbriquées, ça part dans tous les sens. Le récit est quasiment muet. Ça parle au début. Voilà, juste en guise d'intro pour avoir quelques... C'est hyper coloré. Oui, on montre un peu les dessins là qu'on puisse dire Il y a vraiment un jeu sur le découpage. Vas-y, fais une autre page. C'est vrai que ça marche bien. Mais ça fait un peu... ça c'est bien ça. Contre midi et nuit, il y a un tank aussi qui apparaît à un moment. Ça fait un peu plan de film. C'est un melting pot de vraiment... Et puis le découpage est assez psychédélique, c'est marrant. C'est trop bien. Et c'est étonnant. C'est assez drôle, mais c'est plus... on est un peu dans l'esprit de la poésie en fait. On se laisse porter par vraiment du début à la fin. C'est pas trop ça mène, mais pas du tout. Et même à la fin en fait, on ferme et... Il n'y a pas de résolution à la fin spécialement. Pas vraiment. Spoil pas. Il faut le relire, mais j'ai à envie de le l'envers. C'est peut-être possible. C'est le jeu. Et c'est absurde du coup, complètement. Ouais, il y a un aspect totalement absurde. Il y a quand même cette espèce de scénario au fil rouge où il doit aller d'un point A à un point B. Mais entre les deux, ça part en vrille. Ça part en vrille, il y a des tas de choses qui interviennent. Lui qui court sans arrêt, qui des fois s'arrête parce qu'il y a des interventions un peu bizarres, il fait des rencontres. Il y a un petit côté Alice au Pays des Merveilles en fait, en plein désert du Nevada quoi. Il s'achète un vélo à un moment. Bien. Je sais pas s'il l'a acheté ou s'il l'a volé quelque part. Ah oui, c'est ça. Parce qu'à un moment, il y a une bataille dans un bar, comme dans les westerns. Il y a quand même un aspect western qui est assez présent dans le fond. Ça a l'air trop chouette. Voilà, c'est une curiosité, surtout de la part de ce réalisateur qui a laissé traîner ce petit scénario pendant longtemps. Voilà, donc, oui, c'est assez... Il y a presque un côté, j'ai plus l'impression de voir quelque chose de proche de Terry Gilliam que du Jim Henson qu'on connaît. Tout à fait, ouais. Qui a fait, oui, on n'en a pas parlé, mais c'est lui qui a fait aussi Dark Crystal, Labyrinthe. Oui. C'est lui qui a fait tout ça. Et ouais. Tout le monde déteste Labyrinthe, moi j'aime bien. Et tout le monde déteste Dark Crystal aussi. Oh non. Dark Crystal, il y a une fanbase qui est quand même assez... Ah ouais, il y a quand même pas mal de gens qui adorent. C'est dégueulasse. Mais Dark Crystal, oui, il y a beaucoup. Mais Henson, c'est quelqu'un qui a une carrière assez atypique en fait. Faut voir ses courts-métrages aussi. Il a fait des courts-métrages très intéressants, hyper expé. Et là c'est vrai que là pour le coup, je connaissais pas, non, ça a l'air bien. Ouais, ça a l'air super. Ouais. Voilà. Merci Yoann. Il y a quelques petits éléments aussi dans l'édition sur le projet, voilà. Cool. On enchaîne ? Je peux jeter ? J'enchaîne ? Ah oui, pardon. Alors moi j'ai décidé de vous parler d'un film qui s'appelle Canicule. Wow. Je suis allé chercher loin. Le mec, il est tellement dans le thème que son nom de film c'est le nom du thème. Il a choisi le thème. Alors en fait je cherchais des trucs sur les bikinis, des trucs un peu majeurs et j'ai pas réussi. Du coup je me suis rabattu sur la première partie du thème, Canicule. Canicule et bikini. Et non, sinon je l'agisserai. Canicule, c'est sorti en 1984, réalisé par Yves Boisset. Alors moi je connais pas très bien ce cinéma-là, mais à mon avis ça vaut on en parlera peut-être un peu de creuser. J'ai découvert ça, Extreme Cinéma, il y a quelques années, un peu par hasard. Et donc il y a tout un tas d'acteurs un peu connus dans ce film-là. Il y a Lee Marvin, donc un acteur américain. Après il y a Miu Miu, j'ai pris des petites notes. Bernette Lafont, Jean Carmé, donc il y a du beau monde. Et les dialogues sont de Michel Audiard, donc celui qui a fait les Tontons Flingueurs notamment. Et donc on a un mélange de cinéma français assez classique et américain. Là on va suivre Lee Marvin qui joue un braqueur de banque qui ça part en couille et va cacher son magot dans un champ et se cacher dans une grange de la ferme. Et va être le spectateur, voire la victime d'une famille de paysans, de pecnos, mais pas du tout à la massacre à la tronçonneuse, c'est plutôt des gens qui sont plus bêtes que méchants. On a des nymphomanes, une frigide, un enfant qui se prend pour un gangster. Et en même temps, donc il y a de la bêtise, de la méchanceté. Il y a Lee Marvin qui est complètement perdu, donc qui parle avec son accent américain chez les franchouillards. Et donc ça reste un vrai film policier. Il y a une traque autour de lui, dans cette ambiance pour le coup caniculaire, un peu bizarre, un peu étrange. Et le film est, enfin moi j'ai une vision du cinéma français un peu chiante, un peu.
Et là, on est dans un truc... alors, c'est pas du grand cinéma, hein, mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Et ça mélange bien les genres, la comédie, l'action, le côté américain avec ce gangster, le côté franchouillard. Je trouve que le film, moi, m'avait vraiment surpris. Je pense que ça vaut vraiment le coup de s'intéresser à ce genre de truc qui casse, à mon avis, un peu les codes. Et je pense que le cinéma d'Yves Boisset, en général, est quelque chose qui rentre pas dans les cases de ce qu'on a l'habitude de voir. Et là, vraiment, on a un objet cinématographique, en tout cas à mes yeux, hors norme, qui vaut vraiment le coup. Sans que ce soit un grand film, il y a vraiment des bons acteurs, des super dialogues. La réalisation n'est pas démente, mais le film est vraiment agréable à regarder. Et je pense que c'est un truc, voilà, Zarbi qu'il faut voir. Après Boisset, il a une mise en scène efficace, il a du métier. Ouais, bien sûr. Faut rappeler que c'est le réalisateur du Prix du Danger, de Dupont-Lajoie, je sors ça de mémoire un peu en vrac. C'est un réalisateur français qui s'est beaucoup spécialisé, il a fait l'attentat aussi, il s'est beaucoup spécialisé dans les films engagés. Ouais. C'est quelqu'un qui avait beaucoup, c'est quelqu'un qui est assez engagé à gauche, qui s'attaque à des sujets de société. Le Prix du Danger, qui était, faut rappeler que c'était une dénonciation de la télé-réalité à une époque où le sujet n'était pas du tout à l'ordre du jour. C'est un film qui a été beaucoup, d'ailleurs, il y a eu un procès entre lui et le producteur du film Running Man avec Schwarzenegger, qui était adapté de Stephen King, mais que Boisset a accusé d'être un plagiat du Prix du Danger, ce qui n'est pas faux, dans le sens où il y a vraiment des similitudes entre les deux films très 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 marquées. Et c'est vrai que Canicule, c'était vraiment parce qu'on l'avait rencontré Boisset du coup à Extrême Cinéma avec Maxime, et effectivement il nous avait dit qu'il était sous influence effectivement de ce cinéma américain, redneck américain. Ça se sent. Bien sûr. Et il nous avait cité comme influence aussi le film Goupil Main Rouge de Jean Becker, qui est une sorte de film redneck français assez insolite. Donc oui, effectivement, il y a vraiment une volonté de faire une sorte de film américain sur le sol français. Mais ce qui est bien, c'est qu'il s'en inspire sans justement tomber dans une copie ratée. Il y a vraiment une âme et un truc propre à la France qui est vraiment, vraiment réussi dans ce film-là. Oui. C'est une sorte de film un peu ovni dans la production française. On ne sait pas trop à quoi le rattacher. Mais son cinéma en général, non? Ou juste ce film-là? Oui, si, parce que je veux dire, le Prix du Danger, c'est un film de science-fiction en France, dans un contexte où le film de science-fiction est quand même assez rare. Il a toujours été... il y a quand même une ambiance satire sociale, tu vois, Dupont-Lajoie, tout ça, qui est assumé, tout à fait. Oui. Après, il est fort pour hybrider ça avec d'autres choses, quoi. Et typiquement, dans Canicule, moi, ça me fait penser à ce film qui s'appelle Le Passager de la pluie. Ouais. C'est l'hybridation improbable entre le film français années 70, la qualité, quoi, les bons acteurs. Le Passager de la pluie, c'est Charles Bronson et la petite rouquine. C'est Marlène Jobert. Et sous un paysage balnéaire où il pleut tout le temps, et qui est totalement improbable, et ça marche en fait. Et là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire la France éternelle, même la France franchouillarde, qui va tout à coup croiser comme ça l'Amérique dans ce qu'elle a de plus américain, de plus viriliste. Ouais, carrément. Mais justement, la rencontre est super forte. Ouais. Il y a eu on peut trouver dans le cinéma français comme ça des perles, des films qui n'ont pas été des grands succès d'ailleurs souvent à l'époque. Je sais pas si Canicule avait marché, je crois pas que ça avait été un énorme carton. J'ai pas souvenir qu'il est présenté comme ça à Extrême Cinéma justement, mais plutôt comme un truc anecdotique. Oui. Étrangement, parce qu'en fait, on se plaint souvent que le cinéma français est un peu chiant. Oui. Moi je le dis. Oui. Et en fait, il existe tout un tas de trucs qui sont vraiment intéressants à voir et qu'on connaît pas tout simplement. C'était une époque où on faisait encore ce type de cinéma, mais c'était souvent des films effectivement qui n'ont jamais été souvent des gros succès publics. C'est des films qui étaient des curiosités. Ouais. Et finalement aujourd'hui on les redécouvre, mais notamment à Extrême Cinéma on en redécouvre régulièrement. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a des surprises, de très très belles surprises. Ouais. Tu enchaînes Anna? J'enchaîne Anna. Donc Anna va commencer avec Bikini. Du coup, moi, j'ai pas de support. Il faut imaginer que c'est un vinyle. Dès le départ, le bikini, c'est une notion très polémique, puisque donc le mot, ça vient des premiers essais
de bombes nucléaires des États-Unis sur l'île de Bikini. Absolument. Et c'est la France qui va attraper ce mot et pour désigner un costume de bain qu'on connaît bien, jusqu'à en faire un truc absurde qui est le monokini. Il n'y a aucune raison linguistique qu'on parle de monokini, mais bref. Et du coup, c'est polémique parce que donc c'est à la fois ce qui va représenter la plus grande aliénation. On utilise l'île de Bikini pour faire des essais dangereux. On utilise le corps des femmes comme un objet de désir, de reluquage divers, etc. Et en même temps, le bikini, c'est l'objet évidemment de l'émancipation aussi, parce que depuis bébé jusqu'à Dalida qui chante Itsy Bitsy, petit bikini, il y a vraiment, les femmes s'emparent aussi de cet objet-là pour jouer avec. Et donc, mon vinyle imaginaire, c'est évidemment Bikini Kill. Ça parle à quelqu'un ici, ce groupe, Bikini Kill? C'est les années 90, c'est un groupe de punk de la côte ouest des États-Unis, de l'État de Washington. Et c'est la leaduse du groupe, c'est Kathleen Hanna, qui est une amie de Kim Gordon, Sonic Youth, tout ça, c'est cette bande-là. Okay. Donc ils montent un groupe de filles avec 2 copines à elles sont 3. Ce groupe s'appelle Bikini Kill. Bon, on tue le bikini, hein. Et c'est un des premiers groupes à tenter d'imposer la féminité dans le punk, enfin les femmes dans le punk. Elles ont lancé le mouvement qu'on appelle le mouvement des Riot Girls, donc dont on a parlé déjà dans Superflu avec le bouquin de Manon Aubry. C'est les premières à avoir dans leur concert obligé les filles à passer devant et pour repousser les gars, voilà. C'est une musique, c'est du punk, de bonne facture, de bonne qualité. J'en parle aussi parce qu'en septembre 2018, donc assez récemment finalement, il y a une réédition sous forme de vinyle de tous leurs singles. Et, voilà, ouais, ça bouge, ça envoie, qui sont ici, voilà, Bikini Kill, Kathleen Hanna, c'est de la bonne, c'est des copains Sonic Youth, donc voilà, on peut y aller. Bikini Kill, c'est le bikini qui tue. C'est pas on tue le bikini. Ou le meurtre du bikini, ou... C'est pas le bikini qui est le sujet... Mais t'es un peu pénible, voilà. Bon. Bref. Tu vas te retrouver en bikini, tu vas voir. Tu vas voir ce que ça fait. Oui, Kathleen Hanna, pour ceux qui connaissent, c'est aussi celle qui fait l'idiote dans le clip de Sonic Youth, Bull in the Heather. Vous voyez cette chanson? La chanson, ouais, mais je vois pas le clip. Et il y a une gamine, enfin, c'est une grande gamine avec des petites couettes qui sautent partout. C'est Kathleen Hanna qui fait ça. Donc ça, c'était pour le bikini. Et puis le deuxième petit bikini dont je voudrais vous parler, c'est Monsieur Pénible, ici présent. Donc je voudrais rendre un hommage inattendu à Sébastien Guéraud, qui est là, et dont je viens de lire le bouquin, qui s'intitule Galerie Noire, et qui est excellent. Moi, j'ai adoré, de bout en bout, cette espèce de parcours tout à fait dézingué, je dirais, dans un univers intérieur, étonnant, effrayant. Bref, je voulais juste peut-être vous lire le petit passage bikini si je le retrouve. J'ai perdu mon petit marque-page. Tu feras une coupe, Martha, s'il te plaît? De 7h30, on va chercher sa page. Non, ça s'appelle Vent. Le vent. Oui, ouais, vent. T'as la page? Je fais ma chronique. Je l'ai. Paradis bleu. Paradis bleu. La terrasse de l'hôtel donnait sur le front de mer. Depuis le 4e étage, Frédéric, debout sur le balcon, observait l'activité tranquille sur la plage, aussi blanche qu'une feuille de papier. Les palmiers ondulaient dans un mouvement paresseux, léthargique. Sur le terrain de beach-volley, des filles en bikini sautaient en l'air après un ballon minuscule, un sport qui éveillait toujours en lui une rêverie érotique, jamais vraiment assumée. Tranquille, mimile, le bikini comme on le connaît, bien sûr. Alors, ce bouquin-là, je viens de le lire, c'est un peu frais, je dirais que... au départ, il y a une tour qui s'appelle la tour Antenna, qui est une sorte de lieu matriciel autour duquel va s'orienter toute la narration, avec un personnage à multiples facettes, un personnage un peu fractal, qui déroule comme ça des visions d'horreur. Il y a beaucoup de scènes de viol, torture, mort, accident, un goût très net de la catastrophe, c'est même explicitement développé dans le bouquin. Et on sent aussi tout un hommage rendu à une cinéphilie très active. Et aussi à une bibliophilie du côté de Ballard, donc aussi une bibliophilie de la catastrophe, avec un lyrisme comme ça assez délicat et désespéré.
Il y a beaucoup de larmes, beaucoup de sang, beaucoup de sperme, beaucoup de cris et beaucoup de poésie. Voilà. Et un peu de bikini. Cool. On en reparlera de toute façon plus en détail par écrit sur Superflu. Mais certainement. C'était pas une question, hein, c'était une affirmation. Oui. On avait chroniqué le premier, on chroniquera le deuxième. Ouais. Pas forcément toi, non. Merci. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Tu termines, tu conclus, Guillaume ? Ok, je vais terminer par du jeu vidéo, une fois n'est pas coutume. Du jeu vidéo de niche japonais. Je crois que tu allais dire des nichons. Non, pas de nichons. Il y en a un peu du coup, mais c'est pas le thème principal, on va dire. Alors du coup, le nom, il est difficile à prononcer, ça s'appelle Danganronpa de Goodbye Despair, et c'est le deuxième épisode d'une série de 3 épisodes. T'as pas de... J'ai pas, non, parce que c'est du téléchargé, donc voilà, j'aurais pu ramener... Non, mais dis pas ça, non, on l'a pas téléchargé. Non, mais légalement. On l'a téléchargé légalement. Voilà. Et donc, pendant la dernière émission, je parlais donc d'un jeu qui s'appelait Ghost Trick, qui était réalisé en fait par un type qui avait réalisé une série de jeux d'avocats, qui s'appelle Phoenix Wright. Et en fait, cette série de jeux est très inspiré en fait de cette série de jeux d'avocats, et sauf qu'ils vont le mixer avec Ça c'est Jap ça. Pas forcément avec des pique-niques, mais avec un jeu de massacre qui ressemble beaucoup à du Battle Royale. Okay. Donc d'abord je vais expliquer un petit peu le concept de Danganronpa avant d'expliquer le concept de ce deuxième épisode. Danganronpa, c'est 16 élèves d'un lycée d'élite qui sont endormis, qui ont plus leurs souvenirs et qui se réveillent dans un lycée complètement vide. Et il y a une espèce d'ours complètement taré en peluche robot qui va leur dire qu'il faut qu'ils se tuent les uns les autres et que c'est leur seule façon de sortir vivant du lycée. La dernière, enfin c'est un peu Highlander, quoi, le dernier survivra, quoi. Le Battle Royale mais avec un ours. Ouais, c'est un peu ça. C'est plus mignon du coup. Ouais, c'est pas bête. Et ça mélange, donc on appelle ça du visual novel, c'est-à-dire qu'il y a très peu de gameplay, c'est beaucoup de scénarios et ça va mélanger des phases, beaucoup de dialogues avec des phases d'enquête à chaque fois qu'il y aura un meurtre, parce que au début les élèves se disent non mais on est tous gentils, on va tuer personne, mais forcément l'ours va toujours ressortir en fait des choses qui vont les motiver à se tuer les uns les autres. Et donc du coup il y a un meurtre, donc il faut enquêter, et après l'enquête il y a un procès. Toujours pas de bikini. Le bikini arrivera plus tard. Et donc il y a un procès, et donc là ça ressemble beaucoup à Phoenix Wright, c'est-à-dire qu'il faut aligner les arguments pour essayer de définir qui est le coupable. C'est ça un jeu d'avocat, parce que depuis tout à l'heure je me demandais... Oui, c'est ça en fait, donc c'est... En gros, l'objectif c'est de trouver qui est le meurtrier, parce que s'il trouve qui est le meurtrier, c'est uniquement le meurtrier qui meurt, après la victime. Oui. Alors que si le meurtrier arrive à les tromper et à les faire accuser quelqu'un d'autre, tout le monde meurt sauf le meurtrier. Donc c'est une façon de s'en sortir, d'une certaine façon. Et donc ça va aligner les séances complètement burlesques, les meurtres sont complètement absurdes. Les mecs, ils ont une vie quotidienne où ils vivent les uns avec les autres et ils trouvent toujours des façons de tuer les plus alambiquées possibles, bien sûr, parce que c'est japonais. Et tous les personnages sont ultra caricaturaux, où ils le semblent. Parce qu'en fait, ils vont représenter une caricature, par exemple, ça va être, je sais pas, la nana qui fait du katana, le joueur de baseball, l'intello, le geek. Et donc, on a l'impression au début que ce sont des personnages vraiment très caricaturaux qui vont vraiment aller dans ces stéréotypes-là. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure qu'on fait le jeu qu'au contraire, ils se sont servis de ces caricatures pour aller au-delà, pour en faire des personnages justement qui nous surprennent finalement. Et ça en finit sur des scénarios qui sont un peu barrés, mais qui tiennent plutôt bien la route. Et donc le deuxième épisode, qui est quasiment exactement le même que le premier, mais au lieu de se passer dans un lycée, il se passe sur une île paradisiaque avec des bikinis. D'accord. Pendant une canicule, donc voilà le thème. Mais l'ours, il y a l'ours aussi. Il y a l'ours, il y a encore l'ours, en fait ça commence... Avec la peluche. Toujours la peluche, oui. Ouais. Donc en fait c'est assez étonnant parce qu'au début on a l'impression qu'il va nous ressortir exactement le même jeu, ça commence exactement de la même façon. Et le début est assez presque ennuyeux parce qu'on se dit bon ok j'ai déjà fait ce jeu là, pourquoi je vais le refaire. Et en fait au fur et à mesure de l'aventure il va intercaler tout un tas de mystères, essayer de comprendre pourquoi finalement pourquoi cette scène se rejoue à un autre endroit. Et ça part complètement en couille à la fin du jeu, mais c'est assez passionnant en fait. Il arrive vraiment à caler un suspense vraiment sympa.
avec toujours des personnages hyper caricaturaux, qui te semblent caricaturaux au début et qui finalement sont beaucoup plus profonds que ce qu'il me semble. Alors, il faut savoir que c'est complètement en anglais, donc il faut être anglophone pour pouvoir profiter de l'expérience. Ou Jap aussi, voilà. C'est dans un ours, ça marche aussi si t'es un ours, oui, mais l'ours parle japonais ou anglais. Voilà. Donc faut être un ours japonais ou anglophone. Et c'est extrêmement bavard, mais elle est vraiment au point où ça peut devenir, un petit peu... Pénible, oui. Surtout au début. À la professeur Layton ou un truc comme ça. Pire. C'est vraiment... en fait, ils en rajoutent. Ça dure 40 heures alors que ça pourrait durer 15 heures, en fait, le jeu. Ah oui. Mais c'est bien quand même, parce que 40 heures de jeu... Mais est-ce qu'on sait ce qui s'est passé? C'est-à-dire pourquoi ils ont été endormis dans leur école, pourquoi ils sont sur des Oui, on l'apprend au fur et à mesure. D'accord. En fait, au début du premier épisode, on apprend pourquoi il y a une espèce d'histoire où en fait ce lycée d'élite a été l'initiative en fait d'une espèce de rébellion à l'échelle mondiale. En fait, tu comprends pourquoi ça a été fait. Puis voilà, je vais pas raconter l'histoire quoi. Non. Et en fait, le deuxième épisode. Voilà, c'est ça, on n'a pas 40 heures de manga. Mais enfin, à un moment, on comprend, ça boucle. Oui, c'est ça. Et comme Phoenix Wright, les scènes de procès sont absolument géniales. Enfin, il y a vraiment un côté épique avec une musique qui déchire. Graphiquement, c'est pas terrible. C'est sorti sur PS Vita à la base, donc c'est la console portable de Sony qui était vraiment moyenne. Tu le vois vraiment bien ce jeu. Mais non, mais parce que c'est pas ça l'intérêt. Enfin, l'intérêt, c'est vraiment le côté scénar, les personnages complètement barrés. Enfin, si on aime bien un peu la culture japonaise et les japonaiseries des mangas, ça nous plaît quoi. Ouais, non, mais moi j'aimerais, j'ai trop envie de jouer. Ouais. C'est barré, si on aime bien le barré, c'est cool. C'est extrêmement récurrent ces thèmes de Battle Royale. Chez les Jap, chez les Japonais. Bah, de toute façon, c'est Jap à la base, non? Battle Royale, c'est Jap. Battle Royale, c'est Jap. Oui. Non, mais tu vois, ça aurait pu être récupéré. Enfin, ça a été récupéré peut-être par les Américains avec Hunger Games. Et c'est un peu moins de trashouille quoi. C'est même moins bien tout court en fait. Moi j'aime bien. Non, et juste dernier mot là-dessus, en fait, ce que je trouve qu'il fait très très bien comme Phoenix Wright, c'est qu'il mêle vachement l'absurde, le côté vraiment très très drôle, à des passages beaucoup plus touchants en fait, quand on se met à s'attacher aux personnages. Parce qu'en fait, il y a des espèces de mécanismes de jeu de drague en fait avec les personnages, sauf qu'en fait, on sait pas lesquels vont mourir. Et donc en fait, tu peux très bien t'enticher d'une personne qui va mourir au prochain chapitre. Ah yes. Comme dans la vie. Exactement. Comme dans la vie, quelle belle conclusion. Qui va se faire assassiner au milieu de la salle de sport. Mais non. Eh bien, merci Guillaume. Oui, merci Guillaume. On enchaîne en vrac tout un tas d'œuvres qui parlent de canicule et de bikini. On commence par toi Lola. Cool, alors moi je voulais absolument enchaîner parce qu'en fait ça suit la suite logique de ce que disait Guillaume. En fait je voulais faire juste un petit mot sur le Japon, ce pays merveilleux, où en fait peu importe de quelle histoire on parle, en animé ou en manga, au bout d'un moment il va y avoir un épisode bikini. Ça c'est assez merveilleux, c'est fou. Alors mis à part des trucs, tu sais, un peu spé, un peu hauteur, machin, voilà. Toujours, il y a un moment où ils vont à la plage et ça joue au volley dans l'eau avec des bikinis. Et alors les Japonais, je sais pas si vous savez, mais alors ils ont une opulente poitrine, toujours. C'est pas très connu, ça se voit pas quand tu vas au Japon. J'ai habité un an. Mais par contre, dans les animés, voilà, c'est bien représenté. Les animés, c'est la réalité. C'est la réalité, évidemment. Et donc, du coup, je vais quand même parler d'un truc assez génial. C'est Tanto Cuore, beaucoup d'amour en italien. Et du coup, Tanto Cuore, c'est la manière de le dire en jap. Et ça, c'est. Donc, vous allez me dire, il n'y a pas de bikini, mais j'arrive. Et c'est un. Voilà, donc c'est un jeu de cartes qui ressemble à Dominion, c'est un jeu de deck building. Alors, c'est très simple, l'idée, c'est qu'au début, on a tous le même deck de cartes, on a tous 10 mêmes cartes. Et on va tous pouvoir acheter des cartes pour avoir un meilleur deck, une meilleure main et faire des meilleures actions. En gros, c'est ça. Et là, nous sommes à un master, un maître. Ça et nous employons, au lieu de, comme dans Dominion, de prendre de l'argent et de prendre des actions, nous allons récupérer des maids, des servantes qu'on va pouvoir avoir à notre service ou à notre service privé dans notre chambre. Et on les paye en amour et pas en argent. C'est merveilleux. Et ça commence à 12 ans. Et ça commence à 12 ans. Je tiens à signaler. C'est vrai que j'avais pas vu. C'est très soft, hein. Alors, il faut savoir que la première version est très soft. Oui,
les paye en amour, c'est des petits cœurs. On les paye, non mais c'est très mignon, honnêtement c'est très mignon, et moi quand j'étais vendeuse, je le vendais grave, parce que c'est vraiment le meilleur deck building que j'ai jamais vu, j'adore le deck building, et il y a vraiment rien de mieux. Je les ai tous essayés, j'en ai plein. Tu dis que c'est le meilleur des deck building? Oui, en fait, je dis ça comme ça. Lola, le grand manqué, le meilleur des deck building. Non mais Dominion en fait c'est le top du top, et en fait ça c'est quelqu'un qui a beaucoup joué à Dominion, et qui a fait mieux. Donc voilà, et pas seulement à cause du thème, parce que le thème est vraiment mieux. Et c'est un jeu qui est fait par des japonais ou c'est le thème évidemment. Ça sort pas en France, hein. Et donc du coup, c'est arrivé il y a peu de temps, mais ça a mis un temps fou à arriver, si tu veux, voilà quoi. Donc voilà, Tonton Kuanle, c'est génial. Pourquoi je vous parle de Bikini? Parce que du coup, il y a des extensions. Elle est pas encore arrivée en France, la version plage. Moi du coup j'ai la version, j'ai même pas encore joué avec, où on agrandit la maison avec des nouvelles servantes. On voit un peu plus leurs culottes, celle-là, je l'avoue. Il y a un côté bain, machin. Il y a une fête de la bière, qui n'est pas encore sortie en français. Donc pareil, avec des japonaises avec des deux tresses, avec des grosses tables de bière. Avec des soubrettes allemandes, quoi. Et voilà. Et bien sûr, il y a la version à la plage, avec des gros bikinis, et il me tarde que ça sorte en France. Mais nous aussi. Et non mais sache que c'était vraiment bien, le jeu est vraiment top. Et, je joue avec Lola. Et à chaque fois que je l'ai vendu, tu sais, les gens ils osaient pas trop ces trucs. En fait, à la base, c'est le même éditeur que Barbarossa, juste pour un petit mot. C'est Barbarossa, c'était des pirates à gros seins, machin. Et c'est le truc que tu vendais un peu sous manche, tu sais. Vraiment. Je m'y pas quoi. Bonjour, je voudrais des préservatifs. Tu vois, et ça fait vraiment ça se retrouvait en bas de rayon, et en fait Tonton Kuanle, alors je peut-être pas, hein, mais signalez-vous dans les commentaires, je pense que je suis la seule dans une boutique ludique française à l'avoir mis en haut du rayon et à le mettre dans un coup de cœur en vidéo, et du coup, mais franchement c'est vraiment un super jeu, c'est drôle, et honnêtement c'est pas sale, et puis c'est un thème qui est fun quoi, donc moi je trouve ça... Puis bon, c'est parce que c'est sale que c'est grave, hein. Ouais, on est d'accord. Sur Superflu quand même. Voilà pour mon break. Merci Lola. Et l'enchaînement est parfait. C'est sale mais c'est pas grave. Sébastien Guéraud. L'art de la transition. Elle est... bon, moi je voudrais revenir du coup sur le cinéma avec... Je voudrais revenir surtout sur une séquence un petit peu particulière du cinéma bis international, puisque dans les années 70, évidemment il y a toute une vague de films d'horreur, notamment des films de zombies, mais on a en Italie en fait un démarquage assez particulier, puisqu'en général les films de zombies on a toujours tendance à les associer à George Romero avec La Nuit des Morts Vivants, Zombie, Le Jour des Morts Vivants, etc., qui est le représentant le plus célèbre du genre. Mais le film de zombies en Italie prend une autre coloration avec les films de Lucio Fulci, et notamment L'Enfer des Zombies, qui va devenir un film culte en VHS. Et la particularité de L'Enfer des Zombies, c'est qu'il se déroule, en fait, Fulci a cette idée, c'est qu'il va se détourner un peu du côté un petit peu social de Romero, pour revenir en fait à la base de la zombification, qui est la culture vaudou haïtienne. Et L'Enfer des Zombies se passe dans un cadre insulaire, c'est une époque où l'Italie, notamment avec les films de cannibales, etc., filme beaucoup de décors exotiques. Il y a vraiment un attrait du public italien pour les décors exotiques, etc., la mer, les cocotiers. Et donc on va avoir L'Enfer des Zombies, on va avoir toute une vague de films comme ça, Zombie Holocaust, etc. Et alors le film, surtout notamment que j'aimerais présenter, qui n'est pas un film italien mais qui appartient à cette mouvance, qui est un film qui a été distribué par Troma. Mesdames et messieurs, je vous présente Zombie Island Massacre, qui est un film qui est un film à très tout petit budget, mais qui illustre un petit peu justement ce film d'horreur, cette mode de film d'horreur, puisque c'est une bande de touristes qui arrivent sur une île exotique, et on leur promet, on les met dans un car, on leur dit vous allez assister à une cérémonie où on ressuscite les morts. Alors ils y vont, évidemment ça tourne mal et ils se font tous massacrer, donc c'est Zombie Island Massacre. La bande-annonce est visible sur YouTube. Ce qu'il y a de bien en plus avec la bande-annonce, c'est qu'elle contient tout le film. Si vous n'avez pas envie de voir le film, regardez juste la bande-annonce. Et c'est ce qu'on fera. Voilà, la bande-annonce fait 2 minutes, mais elle contient le film tout entier. Mais souvent aujourd'hui de toute façon, tu sais, c'est 4 minutes, mais tu vois tout le film.
film. Voilà, mais regardez... C'est avant-gardiste là, c'est à l'époque quoi. Donc regardez le film ou la bande-annonce de Zombie Island Massacre et vous comprendrez pourquoi je le prononce comme ça. Il y a des zombies en bikini du coup Non, ben non, voilà, il y a pas de... Enfin, il y a la plage. Il y a la plage, voilà. Tais-toi, il y a la plage. Island, c'est la plage. Voilà. Et sans transition, puisqu'évidemment on ne pouvait pas parler de canicule et de bikini sans faire l'économie d'un bon film de cul. Et mesdames et messieurs, donc alors Porno Holocauste de Joe D'Amato. Je pouvais pas évidemment en faire abstraction puisque bon, ceux qui me connaissent un peu savent que j'ai fait un bouquin sur D'Amato, mais surtout c'est que D'Amato, il a en fait Joe D'Amato dont on a dit des tas de trucs sur lui. D'Amato, en fait, dans les années 70, tourne une série de films à Saint-Domingue, puisqu'il va délocaliser son équipe et il va tourner toute une série de films allant de l'érotisme soft au porno hard et avec quelques films d'horreur dans le tas, mais toujours au même endroit à Saint-Domingue, avec les mêmes acteurs. En même temps. Oui, c'est des films qu'on a beaucoup de difficultés en tout cas à enchaîner sur une chronologie, puisqu'ils se tournaient, oui, effectivement, dans le même lieu, en même temps. Bon là il y a beaucoup d'acteurs qui se recoupent d'un film à l'autre, et surtout la particularité c'est que D'Amato est très intéressé à l'époque par la culture vaudou, ça l'intéresse sincèrement, et donc il va faire une série de films qui représentent un petit peu sa période, peut-être une de ses périodes les plus brillantes, et surtout c'est cette époque où il se met à faire du porno hard avec Cesonero qui est le premier film pornographique hard légal tourné en Italie. Et le titre évidemment le plus connu, peut-être pas forcément pour de bonnes raisons, c'est Porno Holocauste, qui est en fait un film pornographique donc, qui raconte l'histoire d'un groupe de scientifiques qui arrivent sur une île où il y a eu un essai nucléaire, justement par le bikini, donc ça rejoint le thème malgré tout. En fait, un essai nucléaire a créé des mutations monstrueuses, et donc ils se font attaquer par un insulaire qui a été irradié, et il a un sexe gigantesque, et il embroche toutes les femmes qu'il croise. Et donc c'est un film pornographique avec le premier acteur hardeur de cette époque, était Mark Shannon. Donc voilà, il y a un monstre avec une bite énorme. Donc voilà, mec avec une grosse bite. Voilà, il y a une roche qui embrasse des femmes. Et voilà, et avec une musique de Nico Fidenko. Voilà, c'est une. Voilà, je pouvais pas ne pas terminer là-dessus. C'est parfait. Merci. On enchaîne, Johan ? Ok, on enchaîne. Je vais parler vite fait d'un roman que j'aime beaucoup. Tu lis des romans ? Je lis des romans parfois. Le lézard lubrique de Mélancolique. Il n'y a pas d'image. Alors là, c'est Muy Caliente. Ouais. Christopher Moore. Alors, c'est dans une collection folio policier. Quand je l'ai acheté, il y avait une petite notule là-dessus. Alors, c'est plutôt de la comédie horrifique. Okay. Et de l'horreur légère quand même. On est quand même dans un titre assez grand public. Ça reste assez soft. Ça reprend tous les codes de la série B. Tu dirais que c'est grand public quand même. Ouais, j'ai pas relevé, mais c'est grand public la série. Disons que ce sera plus soft que Porno Holocauste. Oui, certes, ok. C'est vrai qu'un plus grand public. Voilà. C'est quand même l'histoire d'un lézard lubrique, hein, je te rappelle. Lézard, oui. Mais il y a beaucoup d'amour. Et l'amour justifie le. C'est un peu compliqué sans trop spoiler. Ça se passe sur une station balnéaire. Apparemment, il y a quelque chose dans l'air, une espèce de... En fait, c'est une version de Godzilla revisité. Un lézard qui parfait lâche des phéromones et qui donne envie à tout le monde de faire l'amour. Ah, mais c'est vraiment un lézard. Oui, c'est vraiment un lézard, c'est vraiment... le lézard. Donc le lézard n'est pas lubrique, il rend lubrique. Il rend lubrique. Et en fait, on voit un peu... Tous ces phénomènes-là vont un peu affoler cette petite ville, enfin vraiment dans le stéréotype quadrillé de la série B, la série B de genre, avec le flic paumé avec tout ce bordel, l'ancienne star qui jouait dans une série équivalente à Xena la guerrière ou Sonia la rousse. Donc ça c'est un peu l'aspect bikini, parce qu'elle est souvent en bikini justement, et qui va devenir un peu l'héroïne de ce roman. Et il y a on suit plein de petits personnages dans cette ville qui part un peu, où tout part un peu à volo. Sachant que c'est pas forcément une mauvaise chose, parce qu'ils s'emmerdent tous finalement. Et ça met un peu, ça change un peu un peu de joie, un peu de... Donc c'est dans le sens là que c'est pas vraiment horrifique en fait, c'est un petit côté décalage.
Non, c'est super fun. La chose de l'ennui. Et c'est très drôle, il y a une écriture assez vraiment très accessible, avec un ton assez décalé, plein de notes humoristiques, mais il joue bien avec tous les codes. Vraiment, ben voilà, c'est parfait pour un roman de l'été, je trouve. Ouais, clairement. Très cool. Très bon conseil. Voilà, ben après j'avais que ça. Après il y en a un, je crois que j'en ai déjà parlé en fait, c'est pour parler d'un film Young Ones de Jake Paltrow. Moi ça me dit rien. Je sais pas si j'en avais déjà parlé. Non, on n'a pas parlé. Non, on n'a pas parlé. Juste pour dire un petit mot, parce que c'est un western sur récit post-apocalyptique. L'eau est devenue une denrée rare. Depuis quand t'aimes les westerns? Et justement, j'aime pas les westerns. Il y a la SF, il y a un robot dedans. Il y a des vaisseaux. Il y a un robot dedans, un robot mule de toute façon, qui joue dedans. Et j'ai trouvé ça super en fait. Mais il y a vraiment, j'en parle parce qu'il y a vraiment l'esprit caniculaire dedans. Ouais. En fait, durant tout le film, ça chauffe quoi, et on le sent. Okay. Et il y a le côté post-apo. On est quand même dans l'anticipation assez proche, et avec des villes qui sont bloquées à cause de l'afflux des personnes. Il y a vraiment une dimension sociale qui est très présente. Et le récit principal, c'est du western, un récit de revanche. Voilà. C'est génial. Très très c'est hyper belle bien, surprise. Moi, j'ai Young eu du temps à vouloir le regarder. Ok, super. Et belle surprise. Très très bien. Petit film. J'enchaîne. Vas-y. Alors rapidement, parce que c'est très connu, Tyler Cross de Nuri et Bruno. Je fais comme toi, je regarde la couverture. Un vieux réflexe, je dis pas de conneries. C'est le même pitch que Canicule, un gangster, un truc qui... Bah regardez le... Ça part en vrille, il se retrouve coincé dans un village dans le désert. Et donc Tyler Cross, c'est un gangster badass. Il va y avoir tout un tas de merde à gérer et il va les gérer à sa façon. C'est hyper bien, c'est hyper efficace. Il y a 3 tomes comme ça, c'est chaque fois une histoire différente, une histoire complète. Et c'est vraiment de la super BD, super efficace. Le troisième, il est un poil moins bien. Mais parce que les 2 premiers tuent leur mère. Je suis d'accord. Non, mais le troisième est super bien, mais en fait, si tu veux, par rapport aux 2 premiers qui défoncent. Chaque fois, ils choisissent vraiment en plus. En fait, ils s'inspirent du cinéma américain des années 50-70, ils ont fait des références, et à chaque fois, c'est un genre un peu de ce cinéma américain qu'ils reprennent. Voilà. Là, j'ai pris le premier, mais les 3 vont bien, il n'y a pas d'ordre, c'est super. C'est vraiment un caniculaire qui est très présent. Ouais, c'est pour ça que j'avais pris le premier. J'enchaîne rapidement avec The Proposition de John Hillcott, sorti en 2005, si je dis pas de bêtises, qui est un western, pour le coup, assez classique, où on va suivre... 4 frères qui font un massacre, ils violent des femmes, ils tuent, ils volent, ils font tout ce qu'il faut pas. Il y a 2 frères qui sont chopés, le flic va leur proposer à un des frères d'aller choper les 2 autres pour libérer le 4e. Et donc on va avoir un western assez contemplatif dans le désert, ça se passe au 19e siècle si je dis pas de conneries. Et on suit cette bande de frères assez méchants, assez cruels, ça pue la transpi, ça pue le sang, ça pue la mouche. Ça pue la mouche. Ouais, tu vois, tu sens tout ça. Et c'est un scénario. En Australie ou... Ça se passe en Australie, ouais. Oui, avec Guy Pearce, dont j'avais parlé dans The Rover, donc même pays, très même acteur. Très bien. Et même ambiance, une ambiance lente, sombre, chaude. C'est un scénario de Nick Cave. Ouais. Et du coup, la bande-son. Et c'est aussi la bande-son de Nick Cave avec son compère Warren Ellis. Le film est, moi je dirais, magistral, exceptionnel. J'aurais pu en parler en détail parce que ça m'est de la méthode, mais c'est peut-être plus connu. Mais en tout cas, The Proposition, c'est vraiment formidable. Et très rapidement, Laissez bronzer les cadavres de Catet et Forziani parce que c'est mes chouchous. Et qui fait chaud. C'est peut-être leur moins bon film, mais il faut voir à tout prix Amer et l'étrange couleur des larmes de leur corps. Mais il est quand même super bien. Très bien. Et c'est encore un braquage qui tourne mal. C'est une adaptation d'un polar. De Jean-Patrick Manchette. On recommande à fond. C'est super bien. Et pour le coup, c'est hyper esthétisé, c'est hyper beau. La musique est géniale comme d'habitude, donc ça tue. Voilà, c'est déchiré. J'ai fini. Et à moi ? Oui. Et du coup, je vais parler d'une comédie française qui s'appelle Les Combattants, qui est sortie en 2014, qui est de Thomas Caillet, qui je crois que c'est un premier film. Donc, qui était les acteurs principaux, c'était Kevin Azaïs et Adèle Haenel, avant qu'on la voie dans à peu près la moitié des films français qui sortent dans l'année.
Et en gros, ça se passe l'été. J'aurais pu aussi en parler dans une émission qui parlait de l'adolescence, parce que pour le coup, c'est aussi le sujet. Qui sera notre prochaine thématique. Voilà. Du coup, c'est un gars qui a plus ou moins fini ses études et qui voudrait reprendre l'affaire de son père, qui consiste, je crois que c'est une affaire de menuiserie. Et qui s'entiche en fait d'une nana qui est un peu timbrée, qui est en mode survivaliste, qui pense que de toute façon la société va s'effondrer dans pas longtemps, et du coup elle, ce qui l'intéresse, c'est un petit peu de s'entraîner en fait pour survivre toute seule. Donc elle va s'engager dans une espèce de stage de 2 semaines avec l'armée, pour justement un stage de survie. Elle va être extrêmement déçue parce que en gros pour elle, quand ils vont lui filer des petits Suisses et de la viande le midi, elle va pas être contente parce qu'elle, ce qu'elle s'attendait, c'était de bouffer des lézards. Des racines. Des racines noires. Des lézards lubriques, oui, voilà. Et du coup, c'est vraiment assez cool. C'est. Comment dire, c'est un humour assez diffus, j'ai envie de dire. Mais il y a aussi, je trouve, une espèce de langueur en fait dans le film que j'aime beaucoup. Et qui me rappelle un peu cette période de l'adolescence où on sait pas trop ce qu'on va foutre de notre vie, quoi. Ce gars-là, il suit cette fille, il sait même pas vraiment pourquoi. À la base, il était censé reprendre l'affaire de son père, et puis finalement, il va se retrouver à l'armée sans trop savoir pourquoi. Et à suivre une grosse timbrée, quoi. Et du coup, ouais, j'aime bien l'ambiance qu'il y a dans ce film, et j'aime bien comment il finit. Il y a quelque chose d'assez solaire pour le coup et d'assez optimiste malgré tout le pessimisme qui est véhiculé par la vision de cette nana là qui pense que tout va s'arrêter, quoi. Donc voilà, c'est très très bien. Je pense que c'était la meilleure comédie de l'année à cette époque, enfin à mon avis. On aime bien tout le monde. Merci Guillaume. J'enchaîne vite fait alors, du coup j'ai fait Bikini, je fais Canicule, j'ai une petite thématique états-unienne, hein. Donc d'abord Flannery O'Connor, c'est connu mais c'est toujours excellent, c'est réédité il n'y a pas longtemps en anglais en plus, donc c'est bien. Auteur du sud des États-Unis, on est dans les années 30-40, c'est une série de petites nouvelles qui mettent en scène tous les personnages qu'on connaît depuis, c'est-à-dire depuis le prêcheur totalement illettré, neurasthénique, névrosé, etc., jusqu'à la petite famille qui va se faire assassiner au détour d'une route sans comprendre ce qui lui arrive. Voilà, c'est le Sud, le vrai, le grand. C'est très très bien. Le grand nulle part. Le grand nulle part, exactement. Les années 50 avec Faulkner, c'est pareil, c'est pas neuf, mais c'est excellent. Alors, ces deux-là, Sanctuaire et Requiem pour une nonne, hein, donc ça se suit dans cet ordre-là. Ça rejoint un peu le thème Bikini, puisque Sanctuaire, c'est l'histoire de Temple, une bourgeoise du sud des États-Unis qui va se retrouver. Ça se passe au moment de la Prohibition, elle va se retrouver aux mains dans une famille complètement dingue de fabricants de... d'alcool, de gnôle, merci, de moonshiners, de bouilleurs de cru. Elle va être violée atrocement, etc. Et Requiem pour une nonne, c'est la suite, c'est-à-dire que ça va aussi être l'instrument de son émancipation, c'est-à-dire elle va choisir de devenir prostituée dans un bordel, dans une petite ville du sud des États-Unis. C'est une écriture magique, hein, Faulkner, quoi, vraiment. Voilà, faut se plonger dedans. Et la dernière chose, c'est pareil, c'est pas une nouveauté, 1973, Chihuahua Peur, c'est mon préféré dans la série des Blueberry que j'adore. Canicule parce que ça se passe entre l'Arizona et le Nevada, ça chauffe, c'est carrément le désert. C'est vraiment le tournant dans la série des Blueberry où on passe de la bluette un peu, bon, le gentil garçon, à quelque chose de beaucoup plus profond, ambigu, les personnages sont complexes, hein, et le personnage principal, c'est cette femme, Chihuahua Pearl, qui est en fait une danseuse, une stripteaseuse, on peut dire, une danseuse de revue, et qui gère d'une main de fer une bande de bandits. L'idée, c'est c'est le début d'une trilogie, hein, qui s'appelle L'or des Confédérés. Il s'agit de retrouver en fait de l'or caché par des soldats sudistes. Hein. Voilà, c'est très très bien. Et puis c'est Moebius, hein, le dessinateur, donc voilà, c'est du grand art. Mais les personnages sont très 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 puissants. Ah oui, hyper bien. C'est inoubliable. Quoi. Vraiment, c'est tout à fait inoubliable. Ouais. À n'importe quel âge, moi je sais que j'avais... La preuve, regarde-moi. Oui, non, ça tient le coup jusque dans la tombe, quoi. Ouais. Vraiment. Et il fait chaud. Cool. Eh ben on a fini. On a fini. Super, merci à tous. Merci à tous. Bien, ouais. On remercie Martha, l'équipe technique. Notre équipe technique à son moment. Et la librairie Terre des légendes de nous avoir accueillis pour qu'on puisse profiter de la climatisation en ces temps caniculaires. Et de l'entourage de culture qui c'est ça. nous donne de l'inspiration.
Donc à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera donc sur la thématique l'adolescence, les adolescents. On va faire un grand débat pour savoir le nom du thème. Teenage Riot, ouais. À bientôt, bisous bisous. Salut. Bye bye.